Histoire Géo au tableau présente un chapitre de géographie intitulé La mondialisation en fonctionnement. Alors, c'est un gros chapitre dans le programme de géographie puisqu'on est au cœur de cette notion de mondialisation dont on n'aura cesse de parler tout au long de l'année, que l'on va décliner sur différents continents dans une partie à venir. Et pour l'instant, on essaye dans ce chapitre sur la mondialisation en fonctionnement, en clair, de comprendre comment ça marche, de proposer une lecture et une compréhension du monde à travers les outils de la géographie. Ce chapitre mondialisation en fonctionnement est suivi d'un chapitre intitulé Les territoires de la mondialisation, hein, ce sera le G3, qui insistera sur la dimension spatiale. Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur des espaces précis à différentes échelles? Voilà. Mais pour l'instant, dans ce chapitre, on reste plus généraliste autour de cette idée de fonctionnement. Alors, on va commencer de manière ambitieuse sans doute par essayer de définir précisément ce terme de mondialisation, hein. Alors mondialisation, voilà, on l'écrira comme ça dorénavant. Alors c'est un terme qui a été cité pour la première fois dans un journal anglais en 1959, qui est donc pas très récent, et c'est un terme qui depuis de nombreuses années fait débat autour de toutes les réalités qu'il recouvre. Euh, alors on va quand même essayer de le définir simplement. D'abord, la mondialisation, on retiendra qu'il s'agit d'un processus. Ça c'est un mot très important à indiquer. Un processus, c'est-à-dire quelque chose qui est en évolution. Voilà. Hein, il y a une dynamique, c'est pas quelque chose qui est posé une fois pour tous, pour toutes. On va revenir sur cette notion, bien sûr. Donc c'est un processus par lequel les échanges de plein de choses, de biens, de services, de capitaux, d'hommes, de cultures, se développent à l'échelle de toute la planète. Donc il y a cette dimension planétaire, bien sûr, et surtout que cela crée finalement des interactions de plus en plus fortes entre les différentes parties du monde. Voilà. Des interactions, on peut le dire également, et c'est le deuxième terme important à noter dans cette définition, ça crée des interdépendances. Voilà. Hein. Ça c'est vraiment un mot, des interdépendances. Oui, ben voilà, je commence par faire de belles fautes d'orthographe, avec un E bien sûr. Je suis un peu stressé parce que c'est ma première leçon de histoire géo au tableau, alors il faudra m'excuser, hein, toutes les petites erreurs, à la fois techniques et puis peut-être également dans ce que je vais dire. Bon, alors donc interdépendance, c'est ça, hein, tout est lié, voilà, toutes les différentes parties du monde échangent, communiquent entre elles, dépendent des autres. Donc on peut dire en fait, et si vous voulez noter une définition donc, de cette mondialisation, qu'il s'agit du développement de l'interdépendance au niveau mondial. Voilà. Et puis en géographie, on va le décliner essentiellement par rapport au territoire, hein. Donc ça ne veut pas dire que, évidemment, tous les territoires partout dans le monde sont reliés aux autres, hein. On va voir que tout cela c'est hiérarchisé, mais ça s'inscrit au niveau de ces territoires. Et alors la grande question au final qu'on va se poser dans ce chapitre, on va dire la problématique, hein, en clair, c'est comment cette mondialisation bouleverse-t-elle l'organisation spatiale du monde, hein. Et c'est vraiment ce mot de bouleversement là qu'on va mettre en évidence, parce que le constat qu'on va dresser finalement, c'est que euh, depuis très peu d'années, hein, euh, il y a eu un grand basculement du monde, des changements énormes, et c'est ce qu'on essaye d'analyser sous l'angle de la géographie. Alors, pour ça, dans ce chapitre, on va distinguer trois parties distinctes, hein. On va d'abord s'intéresser, dans un premier temps, donc précisément à ce processus, hein. Alors, c'est vrai que c'est une partie qui a une dimension historique assez forte, hein, où on va voir à quand remontent les débuts de cette mondialisation et les différentes étapes de son évolution. Euh, voilà, et puis on s'intéressera ensuite dans un deuxième temps à ce qu'on va appeler de façon très générale les acteurs de cette mondialisation. Voilà, des personnes, hein, qui agissent, qui décident, qui impulsent cette mondialisation. Alors personnes physiques bien sûr, mais souvent personnes morales, hein, des institutions, des organismes, des structures qui sont à l'origine de ce phénomène qu'on étudie. Voilà. Et puis, dans un troisième temps, on étudiera ce qu'on appelle les flux et les réseaux, c'est-à-dire la traduction spatiale, hein, comment concrètement, dans notre monde, il y a une variété, une intensité de flux, et comment notre planète, elle est redessinée par toutes ces choses qui bougent. Voilà dans quel ordre on va essayer de traiter ce chapitre pour comprendre comment ça marche, la mondialisation. Alors sans attendre, le grand A, hein. Donc on
le disait, autour de ces processus et qu'on va intituler, pour être un petit peu plus précis, le développement d'un monde interdépendant. Hein, le développement, voilà, que j'écris en abrégé, que j'essaye d'écrire en tout cas, ça marche moyen. Le développement, je le disais, eh bien, d'un monde, voilà, il va falloir que je fasse des progrès avec ma tablette, hein. Interdépendant, vous avez noté le terme tout à l'heure déjà. Bon, allez, on va y arriver. Voilà, je promets d'essayer de faire des progrès. Allez, on descend un petit peu. Donc le développement d'un monde interdépendant. Il y aura trois sous-parties dans ce grand 1. Nous allons d'abord voir qu'il s'agit donc d'un processus ancien. C'est là où il y aura une dimension historique assez forte, mais au-delà du fait qu'il soit ancien, un processus qui s'intensifie depuis quelques années. Voilà, un processus qui s'intensifie. Alors, un processus ancien. On peut voir sur ce petit organigramme qu'il y a en clair trois grandes phases dans le développement de la mondialisation, hein. C'est ce qu'on appelle donc ici la première mondialisation, hein. Vous voyez qu'elle débute dès le 15e, 16e siècle, à la fin du Moyen Âge, hein, 1492, découverte de l'Amérique par les Européens, les grandes découvertes, c'est le début des échanges généralisés dans un monde qui jusqu'alors vivait de manière très locale, hein, où les hommes produisaient, consommaient dans un environnement très restreint. Et là, on commence à voir apparaître des grands courants d'échange de matières premières, d'abord bien sûr, d'or, d'hommes, et c'est ainsi que cette mondialisation est impulsée. Elle reste néanmoins très modeste, hein. Il faut attendre essentiellement, vous voyez, le 19e siècle pour voir la deuxième phase de la mondialisation apparaître. Cette deuxième phase, elle correspond à la période d'industrialisation de l'Europe en particulier, de l'Amérique du Nord, et un petit peu plus tard du Japon, à la période également où les grandes puissances européennes vont coloniser l'Asie, vont coloniser l'Afrique, et donc vont générer des échanges de matières premières en particulier. C'est l'époque où se met en place les débuts de ce qu'on appelle la division internationale du travail. Certains territoires sont utilisés par exemple pour leurs matières premières et puis d'autres territoires sont utilisés pour leur transformation parce qu'ils sont dotés de compétences qui le permettent. Voilà, c'est le début des grands échanges mondiaux au cours de ce 19e siècle. Et puis, une troisième phase de mondialisation, alors dont la date est un peu approximative, hein. On parle ici sur ce tableau des années 70, d'autres parlent des années 80, et puis on parle même encore d'une grande accélération dans les années 90. Bref, une période en tout cas très récente, euh, qui correspond à des politiques ici dites de libéralisation, hein, on reverra ce terme un petit peu plus tard, enfin, dans tous les cas, à une échelle considérablement élargie, hein, par rapport à ce qu'étaient les mondialisations précédentes. Donc, c'est un courant, hein, on le précisera bien, qui s'intensifie énormément à partir de la fin du XXe siècle. Voilà. Bon, euh, on va très rapidement passer maintenant donc à la deuxième partie, à la deuxième sous-partie, hein, de ce grand 1. Voilà, on va essayer de rester en blanc, voilà, c'est quand même mieux, hein, où on va voir que ce processus, dont on a dit qu'il était ancien, repose sur des techniques, hein, qu'il n'arrive pas ici de manière hasardeuse qu'il y a un certain nombre de progrès techniques qui sont déjà à l'origine des grandes découvertes. Vous vous souvenez de vos cours de seconde, hein, où l'on dit que les grandes découvertes ont été permises par des techniques dans la navigation, l'invention de la boussole, du gouvernail, etc. Eh bien, c'est vrai également de cette deuxième mondialisation du XIXe siècle, hein, avec les progrès de la science, de la technique, l'industrialisation. Et constamment, donc, ces progrès vont permettre une meilleure mise en relation des territoires à l'échelle mondiale, en particulier lors de cette troisième mondialisation. Et on prendra pour exemple les progrès dans les transports, bien évidemment, hein, et en particulier dans le transport maritime, parce qu'une grande part des échanges
de marchandises en tout cas, hein, dans le cadre de la mondialisation, s'effectue par voie maritime. Nous aurons d'ailleurs un chapitre entier consacré aux espaces maritimes. On peut noter dans le transport maritime le fait que depuis déjà maintenant une cinquantaine d'années, les navires se sont considérablement spécialisés. Donc on va parler d'une spécialisation des navires en fonction de ce qu'ils transportent, hein. Il y a des céréaliers, des navires dédiés au transport des céréales, des méthaniers dédiés au transport du gaz, des supertankers dédiés au transport du pétrole, voilà. Donc ça renforce considérablement l'efficacité de ces transports, leur rapidité et leur moindre coût, parce que ce qui fait que ce transport maritime est privilégié dans la mondialisation, bah, c'est qu'il ne coûte pas cher, hein. Un t-shirt qui arrive de Chine jusque dans l'estuaire de la Seine, bah, ça coûte 0,02 centimes d'euros à peu près de le transporter. Donc vous voyez que c'est considérablement avantageux, ça explique, hein, tous ces flux par voie maritime. Et on va prendre un exemple emblématique de la mondialisation, hein, dans le transport maritime justement. Cet objet, cet exemple, c'est le container. Tout le monde voit ce que c'est, hein, un conteneur. Voilà, l'image ici représente un porte-conteneur, hein, donc ces immenses navires, et on voit toutes ces boîtes métalliques, hein, de 20 pieds de long, une norme standard, installée sur ce conteneur. Donc véritablement, hein, on peut dire que le conteneur en français, conteneur, hein, en anglais, on parle également de conteneurisation pour évoquer cette forme de transport, a permis d'optimiser considérablement le prix du transport maritime pour quantité de marchandises. Hein, on gagne du temps, puisque les objets sont chargés dans la boîte à la sortie de l'usine et sont déchargés sur les lieux de consommation, hein, et dans l'intervalle, on peut faire passer ces boîtes d'un camion à un train, d'un train à un navire. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Ça aussi, c'est un terme important à retenir, hein. Intermodalité du container, intermodalité, voilà, hein, en raison de cette facilité qu'on a à passer ces boîtes d'un mode de transport à un autre de façon très économique, hein. La plupart de ces boîtes, hein, plus de 95% d'entre elles d'ailleurs, c'est bien révélateur, sont fabriquées en Chine, hein, et on peut, depuis n'importe quel port, qu'on soit à Los Angeles, à Singapour ou à Rotterdam, sur des portiques identiques, décharger et charger ces boîtes de manière très très efficace. Donc voilà, hein, cette spécialisation, les techniques sont à l'origine, hein, d'une accélération de cette mondialisation. Alors évidemment, on ne peut pas parler de l'amélioration technologique sans citer, bien sûr, Internet, la téléphonie mobile, toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, hein, qui bien sûr sont également à l'origine de cette mise en relation, hein, et de l'interdépendance de plus importante du monde. Voilà. Donc, les techniques, hein, essentielles dans ce processus, mais attention, hein, il ne faudrait pas non plus réduire la mondialisation à ces seules techniques. Il y a un troisième point qu'on va évoquer ici, c'est qu'au-delà des techniques, cette mise en relation du monde, c'est également des idées. Voilà, hein. Et parmi les idées qui prônent la mondialisation, qui prônent l'ouverture des frontières, il faut citer ce qu'on va appeler le libéralisme. Donc le libéralisme, une théorie dont vous avez déjà entendu parler, hein, qui remonte au XVIIIe siècle, son père est Adam Smith, qui prône donc la libre circulation, l'ouverture des frontières, laisser passer, laisser circuler, la libre entreprise également, l'initiative privée. Et cette théorie a été largement promue, surtout au XXe siècle, et en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, par les États-Unis. Et à l'évidence, cette accélération qu'a connue la mondialisation, on parlait tout à l'heure des années 90, est liée aussi à la fin de la guerre froide et ce qu'on pourrait appeler le triomphe des idées libérales, des idées portées par les États-Unis à l'échelle planétaire. Et cette concomitance est tout à fait intéressante entre d'une part l'arrivée de ces nouvelles technologies qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le développement d'Internet correspond au début des années 90, et 1991, hein, la chute de l'URSS et la faillite finalement de l'idéal communiste,
Donc la conjonction, vous voyez, hein, à la même période, de phénomènes techniques et de phénomènes idéologiques a produit une accélération considérable de ce phénomène de mondialisation dans ces années 1990. Les idées sont promues au-delà des États-Unis par un certain nombre d'organisations dont on aura l'occasion de reparler, mais on peut déjà citer l'Organisation mondiale du commerce, ex-GATT, nous en reparlerons un petit peu plus tard, hein, donc le GATT qui s'est appelé à partir de 1995 l'OMC. Voilà, enfin bon, tout ça, hein, retenez bien donc on a des techniques hein, qui ont favorisé ce processus de mondialisation, mais qu'au-delà des techniques, il y a également, et ne jamais l'oublier, des idées. Bien. Alors, tout cela fonctionne aussi, bien évidemment, parce qu'il y a des gens derrière hein, qui animent cette mondialisation. C'est ce qu'on va voir donc maintenant dans la deuxième partie. On évoquait en annonçant le plan des acteurs, et on va donc évoquer les principaux acteurs de cette mondialisation dans le grand 2. Vous pouvez préciser tout de suite dans le titre que la particularité de ces acteurs, c'est qu'ils ont, et ils sont nombreux, et qu'ils ont des intérêts, des buts qui sont très souvent divergents. Voilà. Hein, ils ne sont pas tous d'accord entre eux et ils ne veulent pas la même chose. Voilà. Alors, parmi ces acteurs, on va distinguer trois groupes principaux. Hein, il y aura trois sous-parties, donc dans ce grand 2 également, trois groupes principaux d'acteurs. Nous parlerons successivement dans le petit 1 de ce qu'on va appeler les firmes transnationales, les FTN. Nous évoquerons dans une deuxième sous-partie le rôle, de façon générique, que l'on va appeler pour l'instant des États, voilà, avec un E majuscule, toujours. Et puis, dans un troisième point, nous allons évoquer le rôle d'un troisième acteur qu'on va appeler des instances régulatrices, pour l'instant, hein, des instances régulatrices. Bon, voilà. Alors, FTN, firme transnationale, premier acteur à évoquer, des grandes entreprises. Hein. On parle aussi parfois de firmes multinationales, vous oubliez le terme, dorénavant on retiendra firme transnationale. Hein. Bon, il y en a presque 100 000 dans le monde. Ce sont les principaux agents de la mondialisation, hein. Ce sont elles qui animent les 2 tiers au moins du commerce mondial, elles assurent le quart de la richesse mondiale, ce sont elles qui envoient de l'argent hein, dans les pays où on investit, ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Bien sûr, ces firmes transnationales ont un ancrage national. Hein. Elles appartiennent à un pays, elles ont une nationalité, leur siège social. Euh, il se trouve avec des productions à haute valeur ajoutée, hein, des centres de recherche, d'innovation. Euh, et puis, néanmoins, les firmes transnationales, on voit qu'on en trouve de très nombreuses, bien sûr, dans les pays du Nord, mais il y a également de plus en plus de firmes transnationales des pays du Sud. Ça, c'est un peu la nouveauté de ces dernières décennies, avec une émergence de pays comme la Chine, par exemple, hein, le Brésil, qui disposent de grandes firmes transnationales. Alors, le but de ces grandes firmes transnationales, bah, c'est bien évidemment de réaliser du profit hein, et de jouer de tous les avantages comparatifs qu'offrent les différents pays de manière à optimiser au maximum leur profit. Alors avantage comparatif, hein, ça rejoint la notion qu'on évoquait tout à l'heure de division internationale du travail, qui conçoit voilà, que chaque pays a des atouts. Par exemple, un pays du Sud, en Chine, exemple, hein, a une main-d'œuvre bon marché, donc on va installer dans ce pays des usines où on a besoin d'une main-d'œuvre qui ne soit pas forcément bien formée, et on va réduire considérablement le coût des produits. Et puis, à contrario, pour les activités à haute valeur ajoutée, la recherche, les activités de marketing et autres, eh bien, on s'adressera à des pays où il y a une forte capacité de formation hein, des ingénieurs, et c'est bien souvent là où se trouve le siège de ces firmes transnationales. Voilà. Bon. Euh, voilà pour ces FTN. Ensuite, en position centrale, alors, on trouve ce que j'appelle ici les États, hein, euh, mais qui renvoient également à ce qu'on appelle les associations régionales,
Les associations régionales, ce sont des regroupements à l'échelle de parties du monde, comme l'Union européenne, par exemple, hein, qui promeuvent souvent la coopération économique à l'échelle de ces grandes régions, mais qui ne sont que des représentants des États qui les composent, hein. Donc ça relève également de la même chose, et on citera également dans cette catégorie les organisations, pardon, excusez-moi, les organisations internationales, hein, de type ONU par exemple, hein, puisque ces organisations dites donc internationales dépendent également des États euh, dans les décisions qu'elles peuvent prendre. Alors voilà. Alors les États ont pour but d'abord de réguler hein, l'action des FTN, l'action des partenaires privés, donc par le biais de la loi, hein. Euh, et puis, néanmoins, les États ont également vocation à encourager l'action de ces FTN, puisque c'est générateur de richesse, ça promeut la croissance, l'emploi, et ça permet le développement de ces États. Voilà. Donc ces États sont un petit peu pris, vous voyez, entre d'une part ces FTN, et puis d'autre part ce troisième acteur qu'on évoque maintenant, que j'appelais tout à l'heure, pardon, les instances de régulation, hein, et qui sont composées pour l'essentiel de ce qu'on dénomme les organisations non gouvernementales, hein, les ONG, qui précisément donc, ne dépendent pas de ces fameux États, qui ont donc une plus grande liberté d'action, une liberté de parole, et il existe dans le monde aujourd'hui des ONG qui agissent à l'échelle planétaire et qui défendent des causes diverses, hein, les causes environnementales par exemple, avec Greenpeace, qui vont défendre les droits de l'homme, avec Amnesty International, qui vont essayer de développer la santé, c'est le cas donc, de Médecins sans frontières par exemple, qui vont protéger la nature, l'environnement, le WWF, c'est le petit panda, la World Wide Fund, bref. Autant donc d'ONG qui ont un rôle oui, de dénonciation parfois des excès de la mondialisation, qui sont là pour essayer de mieux la réguler, comme leur nom l'indique. Et voilà pourquoi je disais que l'État est souvent pris entre donc, ces FTN ici qu'il se doit d'encourager. Hein, il doit les encourager à créer de la richesse, très bien. Et puis également ces instances de régulation donc, qui dénoncent et dont il doit également tenir compte pour réguler, pour faire voter des lois. Euh, voilà, qui vont dans le sens d'une protection de l'environnement, et souvent l'État doit trancher et ça donne lieu souvent à des débats assez houleux. Que choisir entre préserver un site naturel, satisfaire aux exigences de Greenpeace en évitant de forer en Alaska par exemple, et puis céder aux grandes firmes transnationales du pétrole, hein, ExxonMobil aux États-Unis par exemple, qui souhaitent exploiter ces gisements très très importants de pétrole en Alaska. Voilà, donc c'est une vraie question. Alors les ONG, ce sont, on le disait tout à l'heure, hein, bien souvent des associations, des syndicats, mais il y a également de ces instances régulatrices un autre courant dont il faut parler ici, et qui anime tout ce qu'on appelle les débats autour de la mondialisation, hein. C'est un courant composé parfois de partis politiques, de syndicats, d'associations de citoyens, de collectifs divers, et qu'on appelle maintenant de façon générique le courant altermondialiste, hein. Donc ça c'est aussi un nom qu'il faudra retenir, altermondialiste. Voilà, il s'agit d'un mouvement qui s'est développé à la fin des années 1990, hein, qui a débuté précisément en 1999 à Seattle aux États-Unis, où lors d'un rassemblement de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, un mouvement citoyen a dénoncé les excès de cette mondialisation libérale, dénoncé les inégalités sociales qu'elle entraîne, dénoncé également les atteintes à l'environnement qui sont associées aux différentes interventions des firmes transnationales, bref, et un mouvement qui a pris de l'ampleur et voilà, qui, à travers des voies très diverses, parce que l'altermondialisme n'est pas un courant politique ou un parti ou quoi que ce soit, hein, c'est ce qu'on appelle plutôt une nébuleuse souvent, hein, c'est-à-dire des mouvements très éparpillés, pas forcément très fédérés, et pas d'ailleurs tous d'accord entre eux
sur les alternatives à proposer, mais dans tous les cas, voilà, un mouvement dynamique qui reçoit, qui rencontre hein, un écho souvent favorable dans les opinions publiques et dont les États, de plus en plus, et également les FTN, sont obligés de tenir compte dans leur action. Voilà, donc hein, ça participe de ces débats autour de la mondialisation. Bien, alors, après avoir donc évoqué ces différents processus de la mondialisation et puis les acteurs hein, qui intervenaient dans la façon dont elle se déroulait, nous allons maintenant donc dans la troisième et dernière partie, hein, parce que c'est bientôt terminé, et cette troisième partie sera un petit peu plus courte, vous allez voir pourquoi, euh, indiquer comment ce processus et ces acteurs créent en fait, hein, donc vous voyez qu'il y a un lien entre ce qu'on a dit précédemment et la suite, il faut toujours essayer hein, de faire une transition et d'expliquer logiquement pourquoi ces parties s'articulent de la sorte. Hein, donc tout cela crée ce qu'on va appeler un monde de flux. Alors le terme flux, on l'a déjà vu en cours, hein, qui désigne des quantités qui circulent. Un monde de flux, un mot essentiel du vocabulaire géographique, et que ce monde finalement, tous ces flux qui s'entrecroisent, est organisé en réseau. On va essayer dans cette troisième et dernière partie de préciser un petit peu ce qu'on entend par ces termes absolument essentiels du langage géographique. Alors, on va voir dans une première sous-partie hein, précisément ce qu'on va appeler la variété et l'intensité de ces fameux flux. Variété donc et intensité. Bien. Donc on répète, hein, un flux, c'est une quantité qui se déplace, hein, qui peut être mesurée en millions de tonnes, en kilo-octets, en dollars, hein, peu importe, mais on peut toujours mesurer ce qui se déplace. euh, et voilà, à la limite, peu importe le support sur lequel elle se déplace. Hein, et en ce sens, vous voyez, je vous renvoie une petite carte là que j'ai mise sur une carte qui est publiée par l'Organisation mondiale du commerce, qui est très classique, hein, sur les échanges de marchandises à l'échelle internationale. Hein, et donc, voilà, là c'est mesuré en dollars. Hein, donc, voilà, toutes ces flèches représentent de manière hiérarchisée tous ces échanges. Hein. D'ailleurs, au passage, vous voyez, on retrouve les trois principaux pôles mondiaux hein, des échanges. Hein, on peut tout de suite anticiper un peu sur ce qu'on dira par la suite. Hein, le pôle européen, hein, dont on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, parce qu'il y a beaucoup aussi d'échanges qui sont réalisés à l'intérieur même pardon, de la zone euro. Donc, vous voyez, hein, ça traduit aussi une certaine réalité. Ici, donc, le pôle nord-américain, hein, qui est aussi un très très grand pôle de l'économie mondiale, et puis le troisième ici, qui est le pôle d'Asie orientale, hein, qui inclut le Japon, mais pas seulement, qui inclut également, bien sûr, le littoral chinois, qui est très dynamique. Voilà, hein, donc c'est précisément, vous connaissez cette expression, hein, des trois principaux pôles de la triade, bien sûr, incontournable, hein, et puis ces échanges, ces flux incessants qui animent ces trois pôles, donc tout ce qui se déplace, etc. Alors des cartes comme celle-ci, il y en a des quantités, hein, vous regarderez dans votre manuel de tas de choses, hein, sachant que bien sûr qu'à propos des flux, on distingue généralement ce qu'on peut appeler les flux visibles, hein, de transport de pétrole, de céréales, de téléphones portables, de t-shirts, que sais-je encore, et puis de l'autre côté des flux qu'on dit invisibles, hein, puisqu'ils concernent des échanges d'informations, par exemple, par le biais d'Internet. Hein, lorsqu'on donne un ordre d'un endroit du monde à un autre, c'est une information, des échanges de capitaux également, hein, où en appuyant sur la touche d'un ordinateur, on va transférer des millions et des milliards de dollars de la bourse de New York à la bourse de Singapour, bref. Hein. Donc tout ça aussi, bien sûr, ça participe de cette variété des flux, qu'il y a bien sûr ces flux matériels, ces flux invisibles, et puis il y a une troisième catégorie hein, très importante de flux, hein, que sont les flux humains, euh, et qui, beaucoup d'auteurs le précisent, hein, sont souvent les flux un peu délaissés de la mondialisation. Hein. Autant les marchandises, les capitaux circulent librement et se jouent de beaucoup de frontières, autant dans beaucoup d'endroits, les flux humains sont beaucoup plus problématiques. Hein. On a quantité d'exemples dans l'actualité sur lesquels je ne reviendrai pas maintenant. Mais néanmoins, hein, il y a une mobilité humaine à l'échelle planétaire hein, qui a franchi un cap aussi dans les années 90 et qui participe pleinement de cette mondialisation.
hein, dans tous les sens, du nord au sud, du sud aussi vers le nord. Les flux humains concernent bien sûr les migrations, hein, les migrations économiques, les réfugiés bien sûr, mais il ne faut pas oublier également dans ces flux, hein, les touristes, hein, qui participent aussi pleinement à cette mondialisation. D'ailleurs, parfois, ce qu'on appelle cette Disneylandisation du monde. Voilà, hein, donc beaucoup de flux, beaucoup d'intensité, et je vous renvoie à toutes les cartes, hein, qui sont disponibles pour analyser et avoir des exemples, hein, précis de ces flux. Et dans la deuxième sous-partie, autour de ces flux et de ces réseaux, il est question de voir maintenant comment l'ensemble de ces flux se hiérarchisent et finalement aboutissent à une logique, hein, de réseau, justement. Le réseau, c'est l'architecture de tous ces flux. Et on va voir dans cette deuxième partie que cette planète, dans le cadre de la mondialisation, aujourd'hui, elle est redessinée par les mobilités. Hein. Une planète, ouais, c'est une formule un peu poétique, redessinée par les mobilités. Et alors, plutôt que de longs discours, il serait fort avisé, hein, dans une partie comme celle-ci, dans une composition, de joindre un schéma qui rende compte de façon très synthétique, hein, de cette organisation mondiale aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation. Vous joignez le schéma réalisé en cours sur le produit mondialisé, hein, le téléphone portable, l'iPhone, pardon, d'Apple. Et bien sûr, il ne s'agit pas juste de mettre un schéma dans sa composition, hein, mais accompagné de quelques éléments. Alors voilà, hein, on va reprendre de la couleur, hein, de la couleur blanche. Dire quoi? Parce que d'abord, si vous vous souvenez de ce schéma, hein, il est emblématique de la division internationale du travail. Hein. On voit bien comment certaines activités de conception, de fabrication des composants, un petit peu délicats, sont effectuées dans les pays du Nord, et puis l'assemblage du produit, hein, se fait, hein, dans un pays à bas coût, ici en Chine. On voit également que c'est un produit qui est vendu, hein, à l'échelle mondiale. Hein. Donc il y a aussi cette dimension planétaire de la consommation de produits standardisés qui sortent à la même heure, le même jour, partout dans le monde. Bon, je ne fais pas de dessin. Et puis également, hein, de bien montrer et comment cette planète est redessinée par les mobilités, puisque cette organisation fonctionne grâce, hein, à une gestion de flux complexes qui crée ces fameux réseaux, hein, et qui sont complexes dans le sens où, ouais, les échanges, hein, on le voit ici, les échanges d'informations, des produits qui arrivent, qui circulent par voie maritime, bref, hein, finalement un réseau assez dense, assez compliqué, qui renvoie à au final, et je conclurai là-dessus, hein, ce qui pourrait être le maître mot de cette mondialisation aujourd'hui, dont on répète qu'il s'agit d'un processus, hein, on n'est pas arrivé au bout d'un système, elle se déroule sous nos yeux, elle est dynamique, elle est mouvante, mais dans tous les cas, au-delà de l'accélération, hein, des principes et des processus qu'on évoquait tout à l'heure, on pourrait parler, oui, en conclusion, de complexification de ce processus de mondialisation, hein, qui a tendance à, au-delà de transformer les territoires, à multiplier les centres d'impulsion, à brouiller un petit peu la lecture peut-être trop simple, mais simple qu'on avait il y a quelque temps du monde, divisé entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, bref, hein, qu'avec ce grand bouleversement, hein, que j'évoquais en introduction, euh, cette mondialisation, voilà, hein, se complexifie et augure un certain nombre de débats que nous laisserons ouverts ici. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui.